Vous suivez à présent le journal sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec les pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, actuellement en formation à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Avec leurs formateurs venus de l'Université protestante de l'Afrique centrale, ils ont lancé un projet de réhabilitation des tables et autres chaises abandonnées. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'écothéologie, un de leurs modules de formation. Daniel Kragby pour plus de détails. Comment des éléments qui étaient abandonnés depuis longtemps peuvent être restaurés et leur redonner de la valeur? Cela est possible dans le cadre de l'écothéologie, une approche qui prend en compte à la fois l'écologie, la spiritualité et le développement humain. Un principe de vie que le docteur Nguirenchouti Marcel, enseignant d'écothéologie à l'Université protestante de l'Afrique centrale à Yaoundé, a bien voulu partager avec ses étudiants en master, tous pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la matière qu'on appelle écothéologie, il est question de lier la théorie à la pratique. L'homme, dans la création, a sa responsabilité d'agir. Et d'agir positivement pour que l'entourage, son environnement, tous ceux qui vivent avec moi ou tous ceux qui vivent autour de moi puissent bénéficier de ma réflexion et de mes efforts pour qu'ils se sentent à l'aise comme moi-même j'aimerais être à l'aise pour la gloire de Dieu. Nous pensons que le chrétien devrait prendre le pas pour montrer au monde comment on doit vivre dans ce monde-là. Mais surtout les écoles confessionnelles, il faudrait que le monde ou les écoles publiques viennent s'inspirer de comment elles doivent faire pour que l'environnement soit vivable et agréable pour tous. Ce projet qui s'inscrit dans la phase pratique du cours d'écothéologie a été apprécié par M. Kodjobeira Jonas, le secrétaire général de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, représentant le président de cette institution universitaire. Et si vous voyez le travail qui a été fait, c'est extraordinaire. Nous voulons donc les féliciter pour la belle initiative qui a été prise. Et nous nous engageons à poursuivre cela pour que tous les tables, les chaises et autres qui sont en rébut soient restaurés pour servir à nouveau dans les salles, tout comme sur l'espace vert qui nous réunit ici. Une initiative dont s'est réjoui le très révérend Amon Aka, directeur du département de l'environnement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il en a profité pour inviter tous les acteurs du système éducatif méthodiste à s'approprier ces valeurs qui participent à l'amélioration du cadre de vie. Les amis de l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ont célébré leur première retrouvaille au titre de l'année 2024. C'était à l'occasion d'un culte d'action de grâce au temple Bethesda de Bingerville. Guy Aloka et Marcel Dali. Rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour la vie de tous les aînés de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, en abrégé ASEPSI, qui continue de travailler pour le bien de l'Église méthodiste et de la nation, c'est l'objectif visé par les amis de l'ASEPSI. Pour cette raison, les membres de l'association se sont retrouvés le dimanche 28 janvier 2024 à l'Église méthodiste unie Bethesda de Bingerville, district Abidjan-Nord. Tite Latro, président des amis de l'ASEPSI, donne les détails de cette rencontre. Les ASEPSI ont été les initiateurs de la communauté Bethesda. En cette nouvelle année 2024, nous avons voulu rendre grâce au Seigneur pour la vie de tous ces aînés de l'ASEPSI, ces anciens de l'ASEPSI. Dis merci au Seigneur pour la famille Nyalega, cette famille qui a servi le Seigneur, non seulement au sein de la grande famille de l'ASEPSI, mais qui continue de servir le Seigneur dans la nation et dans l'église. ASEPSI un jour, ASEPSI toujours. À la faveur du culte, présidé par la très révérende pasteur Suzanne Alouko Sedji, surintendante du district de Jacquesville, ancienne asepsiste, un tableau de reconnaissance a été décerné à la famille Nyalega. Ce, en vue de rendre hommage à titre posthume au premier président de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, Feu Nyalega Mémé Jérémie, pour l'œuvre accomplie au sein de cette organisation. J'ai un sentiment de tribulation, c'est-à-dire que l'émotion est à son paroxysme. Ces actes de reconnaissance, bien sûr,
Ça fait référence au papa qui a œuvré pour le Seigneur, à la CEPSI, à la Ligue pour la lecture de la Bible, au GBIAF. Ce qu'il a fait comme travail, l'honneur rejaillit sur toute la famille Nyaliga. Nous ne sommes qu'heureux et toute la famille avec moi. C'est pour moi une très grande joie de prendre part à ce culte qui non seulement nous permet à nous, tous les anciens ASEPSI, de nous retrouver, mais aussi d'honorer celui que Dieu a utilisé à la genèse de l'ASEPSI. De revisiter son parcours et de voir qu'il est un exemple pour nous à suivre. Au cours du culte, le révérend pasteur Toussaint Seri, secrétaire du district de Dabou, ancien président de l'ASEPSI, a donné le message de cette célébration. L'amour de Dieu, tel a été le thème développé par l'orateur, extrait de l'Épître aux Hébreux chapitre 6, versets 1 à 12. Nous qui avons fait l'ASEPSI, notre travail ne se limite pas à seulement être des militants de l'ASEPSI. Continuons à être ASEPSI. On est un jour ASEPSI et on a ASEPSI tous les jours. C'est pourquoi toutes les fois que le président nous demandera de l'aide, du soutien, si nous pouvons, il faut continuer de démontrer notre amour. On n'est pas ASEPSI dans le passé, mais on est ASEPSI dans le passé, dans le présent et dans le futur. Car l'héritage de Dieu nous attend. Les grâces de Dieu sont pour nous et pour tous ceux qui nous suivront après. L'actuel bureau des Amis de l'ASEPSI, installé depuis août 2022, ambitionne de construire un bâtiment R+2 dans la ville d'Adiaké. À cet effet, un culte d'offrande est prévu le 6 avril 2024. Un autre culte d'action de grâce a eu lieu du côté de l'Église méthodiste unie, les Béatitudes du Plateau. À l'image du 10e lépreux revenu sur ses pas pour montrer sa reconnaissance à Christ Jésus, Madame Lydie Akaakwa, ancienne directrice de la radio nationale méthodiste, La Voix de l'Espérance, a exprimé sa gratitude au Seigneur après les années de service de sa carrière professionnelle qui a pris fin en 2023. Seigneur notre Dieu, ta parole nous enseigne que tes grâces surabondantes dans nos vies doivent toujours rimer avec nos actions de grâce. Ta servante Lydie, notre sœur, se tient ce matin devant ton autel avec sa famille pour t'exprimer sa reconnaissance. Tu l'as appelé à ton service. Seigneur, merci. Merci pour son leadership. Telle est la prière adressée à Dieu pour sa servante Madame Lydie Akaakwa, ancienne directrice de la radio nationale méthodiste La Voix de l'Espérance, aujourd'hui à la retraite. Cette prière d'action de grâce qui a eu lieu le dimanche 28 janvier 2024 au temple Les Béatitudes du Plateau a été conduite par le très révérend professeur David Kouadio, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Heureuse de sa belle et longue carrière de 50 années au service de la nation ivoirienne et de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, la femme de médias vient exprimer sa reconnaissance à Dieu. Je suis un peu comme le 10e lépreux qui revient sur ses pas pour dire merci au Seigneur. C'est une grâce exceptionnelle que j'ai vécue. Et il m'a permis de pouvoir servir le monde. Et ça a été une grâce qu'à la fin, il me saisisse pour le servir dans son église. 14 ans, c'est beaucoup. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour l'occasion, la Direction générale de la communication, la famille professionnelle, les proches de Madame Lydie Akaakwa, ainsi que la communauté Les Béatitudes dont elle est issue, ont tenu à manifester leur soutien. Ce que je peux dire d'abord, c'est que Madame Lydie Akaakwa a travaillé à la RTI. Et nous avons, au niveau de la RTI, gardé un très bon souvenir de cette dame qui travaillait avec abnégation et professionnalisme. Je retiens de cette femme un engagement pour sa communauté, la fidélité, le professionnalisme aussi qu'elle a mis dans la gestion de la radio. Merci Madame Akaakwa Lydie pour tout ce que tu as fait pour cette radio de notre communauté religieuse. C'est un honneur pour nous de l'accompagner parce qu'elle fait partie de nos mentors. Que le Tout-Puissant la bénisse et lui accorde encore toujours sa protection et que nous,
qu'elle a coachées, nous puissions suivre ses traces. C'est beaucoup d'émotions encore pour nous de venir soutenir notre maman. Elle est partie à la retraite et aujourd'hui, il était bon de rendre grâce à Dieu comme même elle a désiré. Et nous ne pouvions pas rester sans venir la soutenir. Nous prions que Dieu l'accompagne dans cette nouvelle expérience de la vie. Ce n'est pas à devoir que nous sommes là pour la soutenir et pour lui dire que nous demeurons avec elle, mais que Dieu lui-même, donc qui est au début et à la fin de toutes choses, la soutienne là où elle a décidé d'être. Donc que nous la portons aussi dans notre cœur, que nous l'aimons bien et qu'on est toujours ensemble. Bien qu'à la retraite, Madame Lydie Akaakwa compte servir le Seigneur dans sa communauté et dans sa vie de tous les jours. Toutefois, elle dit rester à la disposition des médias méthodistes en cas de besoin. En mars prochain se tiendra la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et c'est Grand Bassam qui est le premier district à accueillir cette grande rencontre de l'Église hors d'Abidjan. Pour une meilleure organisation, des rencontres se multiplient afin de mieux peaufiner les préparatifs. Raphaël Dompé nous fait le point. Le district ordinaire de Grand Bassam, berceau du méthodisme en Côte d'Ivoire, se prépare activement pour accueillir la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le vendredi 27 janvier 2024, le comité d'organisation du dit district s'est retrouvé pour réfléchir sur les dispositions pratiques. Une réunion dirigée par le révérend pasteur Thierry Vry, secrétaire du district de Grand Bassam, qui en a donné les orientations. Au cours de cette rencontre, le représentant de la Direction générale de la communication, Maxime Zobo, directeur de Espérance TV, a signifié l'importance des médias méthodistes, puissants moyens de communication pour la promotion de l'Évangile. Au terme des échanges fructueux entre les responsables, le révérend pasteur Pierre Nyagne, en charge de la communauté Saint-Esprit de Beaunois, également responsable des comités hébergement et logistique, fait l'état des lieux. Nous avons pratiquement bouclé parce que nous sommes à 318 chambres dans les hôtelleries et nous avons 100 lits dans une autre hôtellerie. Là-bas, ce n'est pas en termes de chambres, mais c'est en termes de lits. Nous avons 106 lits qui peuvent aussi accueillir les délégués qui vont venir. Et nous avons dans les résidences 70 chambres. Les délégués seront pratiquement hébergés dans leur totalité. D'autres commissions, notamment accueil, directoire musical, restauration, ont déjà été mises en place. Selon les organisateurs, rien ne sera laissé pour compte dans la réussite de cette conférence. Recevoir la conférence, c'est une très grande responsabilité et par la grâce de Dieu, nous sommes à l'œuvre. Nous sommes actuellement repartis au laboratoire pour que déjà à cette ouverture-là, nous puissions présenter quelque chose d'agréable pour la gloire de Dieu. À l'intérieur même des assises, il y aura des séquences de prières qui seront également animées par différents groupes que nous avons déjà répertoriés et qui seront à l'œuvre. Au niveau de la logistique, pour le premier compartiment, nous avons plus de 100 bâches. 1500 chaises parce que le temple en lui seul peut recevoir jusqu'à 1000 fidèles. À partir du premier jour, du mardi jusqu'au vendredi soir, 35 bâches en permanence avec des chaises et des tréteaux et tout le couvert pour la restauration de nos délégués. Nous attendons un effectif de plus de 2500 personnes le dernier jour. Donc toutes les dispositions sont prises déjà et nous venons de faire l'évaluation. Si les dispositions sont prises pour que la télévision, la radio et le journal méthodiste puissent avoir des salles pour travailler sereinement. Au niveau de la restauration du temple, nous sommes à la phase de la finition pour le staff. Juste après cette phase-là, nous allons passer à l'étape de la peinture. Nous sommes chargés de l'accueil. Nous serons là sur tous les 3 sites, à Etente, à Ebenezer de Yahoo et au Saint-Esprit où aura lieu la conférence. Nous serons là, nous sommes disponibles, nous serons là pour aider toutes les commissions, les chaises, soulever quelque chose, tout ce qu'il faut, certainement les journalistes qui seront là, les parents qui vont venir, tous ceux qui vont venir, certainement, ils auront besoin au niveau de la ville pour aider vraiment à l'organisation de la. Nous sommes disponibles. Nous serons là sur les lieux pour aider tout le monde pour que la fête soit belle.
Comme on le voit, le district de Grand Bassam est engagé pour faire de cette activité de l'église un moment inoubliable. Notons que c'est pour la première fois de son histoire que la conférence se déplace hors d'Abidjan et c'est Grand Bassam qui est le premier district de l'intérieur à accueillir cette rencontre au sommet de l'église du 12 au 17 mars 2024 au Temple Saint-Esprit de Bonnois. Les synodes se poursuivent au niveau des districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette semaine, c'est au tour des districts d'Edabou et d'Abobo. Déjà, les délégués ont entamé les travaux de réflexion et c'est au tour du thème central Église et tradition que se tiennent les assises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La page internationale de cette édition nous emmène au Nicaragua, en Amérique latine. 11 personnes, dont 9 pasteurs, ont été arrêtées récemment par la police nicaraguayenne. Elles sont accusées de blanchiment d'argent. Ces pasteurs auraient transféré de l'argent sur des comptes privés en utilisant leur organisation missionnaire comme façade. Malgré les dernières évolutions de l'affaire qui pointent vers l'innocence des pasteurs arrêtés, ceux-ci restent emprisonnés depuis plus d'un mois, sans représentation légale et sans contact avec leur famille. Aux États-Unis, une idole païenne détruite par un chrétien laisse place à un procès. Michael Cassidy, candidat républicain malheureux à la Chambre des représentants de l'État du Mississippi, a détruit une statue de Baphomet exposée au Capitole de l'Iowa. Excédé, il s'est exprimé en ces termes et je cite « L'exposition maléfique et l'absence d'action m'ont surpris et choqué en tant que chrétien. » Si le dossier devrait passer devant la justice le 15 février prochain parce que accusé de crimes de haine, le vétéran de la marine Michael Cassidy a déjà collecté plus de 84 000 $ pour sa défense juridique grâce au soutien de 2000 personnes. Au Proche-Orient, la guerre qui oppose Israël et le Hamas continue de faire des victimes dans les deux camps. Pourtant, des militants bloquent les camions d'aide humanitaire à destination de Gaza. Des dizaines de personnes ont manifesté jeudi devant l'entrée du port d'Ashdod en Israël pour s'opposer à l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les manifestants ont bloqué les camions pour les questionner sur la destination de leurs marchandises, bien que les Nations Unies aient demandé à Israël d'autoriser l'entrée de l'aide par le port. Je sais que cette guerre devient de plus en plus longue et qu'elle met en danger nos soldats et nos enfants à cause de tous ces camions qui entrent dans Gaza. Dès les premiers jours de guerre, Israël a interdit l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Ainsi, le conflit a déclenché une catastrophe humanitaire. Bien qu'il ait cédé sous la pression des États-Unis, le volume d'aide reste insuffisant. Du sport dans ce journal. La Confédération africaine de football s'investit de plus en plus dans le championnat scolaire. En effet, elle a initié le programme Kick and Learn, un projet qui vient allier le football et l'éducation. Kick and Learn, c'est le nom du nouveau projet lancé par la Confédération africaine de football, à travers lequel elle veut protéger les futures stars du football africain et leur montrer que l'éducation est prioritaire. J'ai joué mon dernier match à l'âge de 27 ans, je ne l'ai pas vu venir. Si je n'avais pas un peu d'expérience, comment ça se serait passé? Avec l'éducation, j'ai pu rejoindre des groupes comme la FIFA ou la CAF. Il faut combiner l'éducation et le football. C'est ça que nous devons apprendre à nos jeunes. Nous devons les protéger, c'est très important. Aujourd'hui, consultant des chaînes de télévision, Daniel Amokachi s'est évertué à expliquer aux jeunes élèves que s'il pouvait tenir sur un plateau télé, c'est parce qu'il a reçu une bonne éducation. Salomon Kalou, la légende ivoirienne invitée par la CAF, apporte de l'eau à son moulin. L'éducation et le sport vont ensemble. Nous, on a eu l'opportunité, la chance d'être dans un centre de formation où on faisait les deux, on a alterné entre le sport et l'éducation. L'éducation est importante, c'est pourquoi la CAF change désormais le format du championnat africain scolaire.
Ce championnat scolaire fera une grande révolution. Il avait déjà été changé. Mais maintenant, si vous prenez l'exemple du Togo, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, ils organiseront un concours national avec différentes écoles dans le pays. Et le gagnant sera le vainqueur du pays. Mais ils sélectionneront les meilleurs joueurs pour créer l'école nationale sénégalaise ou ivoirienne. Pour jouer au niveau de la zone, vous savez que nous avons 60 zones de football dans le continent. Et les meilleurs joueurs d'entre eux joueront au niveau continental. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est très préoccupé par l'image que présentent les professionnels de football au soir de leur carrière. C'est pourquoi il tire déjà la sonnette d'alarme afin que les futurs stars ne tombent pas dans le même piège. Pour lui, l'éducation est très indispensable à côté du football. Et puis la CAN 2023 qui se joue en terre ivoirienne continue avec les quarts de finale qui démarrent ce vendredi. Les Super Eagles du Nigeria rencontrent les Angolais pour la première affiche de ces quarts de finale. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont face au Sili national de la Guinée qui a su se qualifier en battant la Guinée équatoriale. Pour la seconde journée des quarts de finale, le Cap-Vert sera face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Les éléphants ivoiriens, quant à eux, rencontrent le Mali au Stade de la Paix à Bouaké ce samedi 3 février 2024. Confiant de leur performance, le sélectionneur se veut rassurant. Donc très bien, félicitations encore. Maintenant, il y a un souci, c'est que vous avez mis la barre tellement haute, que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Ok, donc on reste concentré. On va bien récupérer aujourd'hui, demain. Ok. Jeudi, on va bien préparer le match. Vendredi, on sera veille de match. On va mettre un peu de peps, un peu de vivacité. On va voyager jeudi après-midi. Okay. On va s'entraîner le matin, on voyagera l'après-midi à 15h. Et samedi, 17h, on ira jouer notre quart de finale pour aller se qualifier pour mercredi. Ok. Mais l'objectif, c'est ça. Vous avez mis la barre là, c'est terminé, on ne peut plus aller en dessous. Ça, c'est notre minimum maintenant. Ok. Ça va demander beaucoup d'humilité. On a fait fort hier, très bien, mais on reste tranquille. On n'oublie pas d'où on vient. Ok. On n'oublie pas d'où on vient. Et on n'oublie pas comment on a fait pour faire ce qu'on a fait hier. Ok les gars? Tous nos encouragements et nos prières accompagnent les éléphants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.